plus de 50 ans, Eubée et Lorraine Warren sont considérés comme des experts en matière d'esprit et de démonologie aux États-Unis. Au cours de leur carrière, ils ont été appelés à intervenir à de nombreuses reprises pour endiguer les plus incroyables des manifestations démoniaques. Peu connu en Europe, le film de Conjuring les a mis récemment en lumière et depuis, le monde se fascine pour leurs extraordinaires aventures. Les Warren ont enquêté sur les plus célèbres cas, celui d'Amityville, de la famille Smurl, du loup-garou de Londres, d'Arne Johnson, de la famille Snowdke et certaines de leurs histoires, comme celle d'Annabelle ou celle de la famille Perron, ont même inspiré des films. Edward Warren mit la vie le jour, le 7 septembre 1926, à Bridgeport, dans le Connecticut, au sein d'une famille catholique. De l'âge de 5 ans jusqu'à ses 12 ans, il vécut dans une maison hantée, et ce qu'il y vit lui inspira sa vocation. Il racontait, « Mon père, qui était agent de police, disait à l'époque, il y a une raison logique à tout, ce qui se passe dans la maison, mais jamais il ne me la donna, cette raison logique. Je vais vous proposer un exemple. Vers 2 ou 3 heures du matin, quand ma famille dormait, il m'arrivait parfois d'entendre la porte du placard s'ouvrir, mais quand je regardais dans ce placard, je n'y voyais jamais que des ténèbres informes. Mais une nuit, j'ai commencé à voir une lumière se former, puis cette lumière s'est transformée en une sorte de boule, qui avait un peu la forme d'un ballon de basket, et j'ai commencé à discerner un visage dans la boule, ils appellent ça une orbe. Je ne savais pas ce que c'était alors. Ce visage était celui d'une vieille dame, et elle n'avait pas vraiment l'air agréable. Quand la boule est sortie de ma chambre, je pouvais entendre dépalourer sa respiration, la température est devenue glaciale. C'était un froid artificiel, un froid psychique. J'ai essayé de me dire, il y a une raison logique à tout ça, mais au même moment, je suis sorti tout droit de mon lit, et j'ai foncé me réfugier dans le lit de mes parents, juste entre eux. Son père, qui était donc agent de police, travaillait souvent la nuit et sa mère s'absentait souvent. De ce fait, le jeune Édouard et sa sœur restaient souvent seuls dans la maison, écoutant les bruits de pas et le cognement de la canne de son grand-père résonner dans l'escalier, longtemps après ses morts. Un de 16 ans, Eubée travaillait comme placeur au Colonial Theatre, of Bridgeport, et ce fut durant cette période qu'il fit la connaissance de Lorraine Rita Morant. La jeune fille, qui était née le 31 janvier 1927, avait grandi à Milford, dans une famille de 3 enfants. Elle avait commencé à percevoir des manifestations psychiques à l'âge de 9 ans, principalement des auras, et elle avait tenté d'en parler à 12 ans, alors qu'elle se trouvait dans une école privée catholique. Je me suis confiée à l'une des sœurs, mon professeur de français. Je lui ai dit que ces lumières étaient beaucoup plus brillantes que celles de la mère supérieure. Je supposais que les autres les voyaient aussi. La sœur lui avait alors répondu d'arrêter de se montrer aussi fantaisiste, et Lorraine avait été condamnée à faire une retraite. Ce week-end passé à prier avait sérieusement freiné son enthousiasme. Après la retraite, je craignais le jugement de mes parents, et celui des religieuses. Je n'ai jamais voulu être différente, j'ai toujours voulu rentrer dans le moule. Alors j'ai essayé de nier ce que je pouvais voir. Lorraine et sa mère avaient pour habitude de se rendre au théâtre tous les mercredis soirs. Eubée la remarqua rapidement et Lorraine en pensa, j'ai regardé ses chaussures, qui brillaient à la perfection, j'ai regardé le pli de son pantalon, et j'ai pensé que c'était un joli jeune homme. Point. Après quoi ils commencèrent à discuter et ils devinrent amis. Les deux jeunes gens avaient le même âge, ils s'entendaient bien, alors un soir, rassemblant son courage, Eubée se rendit chez Lorraine et lui proposa un rendez-vous. Et ainsi commença leur histoire. Eubée et Lorraine lors de leur mariage. En 1945, à 17 ans, Eubée Lorraine s'engagea dans la marine et 4 mois plus tard, après que son bateau ait coulé en Atlantique Nord, il retournait chez lui pour un congé de 30 jours. Eubée et Lorraine se marièrent durant cette permission, puis, quand Eubée revint de la Seconde Guerre mondiale, le jeune couple eut une fille. Eubée commença à étudier à la Perry Archol, école d'art de Paris, une filiale de Yale. Il allait y rester 2 ans avant d'abandonner, expliquant à Lorraine qu'il peignait mieux que ses professeurs qui ne lui apprenaient, de toute façon, que des choses dont il n'avait pas besoin pour peindre, comme la géométrie et d'autres bêtises. Mais il avait une idée qui allait se révéler fabuleuse. Eubée acheta une voiture, une Chevy Aigle de luxe de 1933 pour $15, et le vendeur lui fit cadeau de 2 roues avec elle. Pour en payer les traites,
$5 par semaine, il proposait à Lorraine de se rendre dans les nouvelles zones touristiques, dans le Massachusetts, le Vermont, le New Hampshire, et d'exposer ses toiles aux endroits les plus fréquentés. Le jeune homme était certain qu'ils en vendraient une partie. Cette période fut merveilleuse pour les Warren. Les tableaux se vendaient au prix fabuleux de 3 ou $4. À cette époque, les hot dogs et les hamburgers étaient un sou, le théâtre un quart et le gaz à 18 cents le gallon. Donc, avec $5, ils avaient une vie fantastique. Ce fut par l'intermédiaire de la peinture que les Warren commencèrent leur travail d'enquêteurs du paranormal. Quand Ed entendait parler de hantise, dans une maison ou un endroit quelconque, il voulait toujours y entraîner Lorraine, afin de vérifier la rumeur. « Ed, il n'y a pas que les fantômes », lui disait la jeune femme. Alors Ed lui rappelait son enfance dans la maison hantée de Bridgeport, et Lorraine finissait toujours par céder. La façon dont il parvenait à pénétrer dans ces maisons était très astucieuse. Ed racontait cette histoire: « Nous étions juste des enfants, personne n'allait nous laisser entrer. Nous étions juste des curieux, pas encore les dirigeants de la New England Society for Psychic Research, Société pour la recherche psychique de la Nouvelle-Angleterre. Alors je me mettais au milieu de la route, où ils pouvaient tous me voir, je commençais à esquisser la maison et les rideaux, se mettait à faire des allers-retours. Que fait ce gamin, devait-il penser? Je faisais une très belle esquisse de la maison avec des fantômes s'en échappant, puis je la donnais à Lorraine, qui allait frapper à la porte. Elle leur disait: « Oh, mon mari aime à dessiner et à peindre les maisons hantées, et il a fait cela pour vous. » Et je le faisais pour eux. C'était comme ça, en proposant un dessin, qu'ils parvenaient à rentrer dans les maisons hantées, et à discuter avec leurs propriétaires. Au départ, Ed voulait juste voir si les choses qui s'y passaient ressemblaient à celles que sa famille avait connues, mais ce désir allait sceller leur destin. Ce fut à l'occasion de l'une de ces visites que la jeune Lorraine, alors âgée d'une vingtaine d'années, découvrit ses dons de clairvoyance. Ce jour-là, Ed peignait d'Océan Bourne Meadows, une maison lugubre et menaçante. Depuis des dizaines d'années, cette bâtisse était présentée par son propriétaire, Louis Roy, comme une maison hantée contenant un trésor, et il la proposait comme attraction touristique, louant des pelles aux visiteurs qui désiraient chercher la fortune du pirate, qui était réputé être enterré dans la cour. Pendant que son mari peignait, Lorraine, qui ne croyait pas encore aux fantômes, partit seule la visiter. Mais dès qu'elle en franchit le seuil, elle se sentit brusquement sortir de son corps, et la présence écrasante du désespoir s'imposa à elle. Lorraine était une médium qui s'ignorait. En 1952, Ed et Lorraine fondèrent la New England Society for Psychic Research, NESPR, avec pour objectif d'enquêter sur les phénomènes de hantise qu'ils rencontraient. À cette époque, Lorraine maîtrisait déjà ses dons de clairvoyance et Ed disait d'elle qu'elle était une formidable médium. Au cours de cette même année, Ed et Lorraine ouvrirent un musée de l'occulte dans leur maison de Monroe, et ils commencèrent à y exposer les objets maléfiques qu'ils ramenaient de leurs diverses investigations. Puis, en 1965, les Warren furent confrontés à un cas qui bouleversa leur façon d'aborder les phénomènes de hantise. Dans cette affaire, l'esprit d'une petite fille prénommée Cynthia hantait une maison. Lorraine, plongée dans une transe profonde, réussit à rentrer en contact avec elle, et la fillette lui apprit qu'elle était à la recherche de sa mère. Ed se dit en lui-même: « C'est horrible, ce petit enfant relié à la terre. Elle cherche sa mère constamment, jour après jour. Comment puis-je aider cet enfant ?» Léo Lorraine ne voulait plus seulement comprendre les phénomènes de hantise, il voulait maintenant aider les esprits. Cependant, un problème de taille se posait: ils ignoraient comment ils pouvaient leur venir en aide, et ils ne voyaient pas comment obtenir les connaissances nécessaires. Après avoir réfléchi à la question, ils décidèrent de se tourner vers la religion, pensant en toute logique que les prêtres, les pasteurs et les rabbins s'occupaient de l'âme, par conséquent du surnaturel. Ed commença alors à interroger des dizaines et des dizaines de pasteurs un peu partout dans le pays. Il leur demandait: « Si quelqu'un de votre paroisse vous appelait et vous disait qu'il y a un fantôme dans la maison, que feriez-vous » Certains lui répondaient qu'il lui dirait d'aller voir un psychiatre, mais d'autres lui expliquaient que dans ces cas-là, ils allaient chez eux bénir la maison. Si la bénédiction n'était pas suffisante, alors ils faisaient dire une messe, et si la messe ne fonctionnait pas, alors ils exécutaient un rituel d'exorcisme. Parfois, Ed ne les comprenait pas,
mais beaucoup de prêtres catholiques interrogés ne croyaient même pas au diable. Pourtant, toutes ces choses font partie de l'enseignement de la religion catholique. C'est dans la Bible, tous les 10 mots vous avez un mot psychique, apparition, fantôme, diable, démon, malin. Tout est dans la Bible. Le travail de Day et Lorraine était basé sur la religion mais également sur la science. Des médecins, des chercheurs, des agents de police, des infirmières, des étudiants et des épouses travaillaient bénévolement pour la l'ANESPR, qui ne facturait jamais ses services. Les gens disaient aux Lorraine, « Oh mon Dieu, vous allez dans une maison et vous cherchez les démons », à quoi Day répondait, « Vous avez sacrément raison. Je recherche les démons, et je regarde aussi les autres explications. J'ai des scientifiques avec moi, ils se penchent sur les autres possibilités puis nous nous réunissons, nous en parlons et nous essayons d'en sortir quelque chose. Personne ne peut nous faire entrer dans une maison et nous tromper. Vous ne pouvez pas nous dire que votre maison est hantée et vous en sortir, comme ça car je suis le plus grand sceptique qui soit. Je dois le voir, je dois l'entendre et je dois le sentir avec mes sens physiques. » Généralement, lorsqu'ils étaient appelés sur un cas, ou quand on leur en signalait un, Day et Lorraine se rendaient immédiatement sur les lieux. Day expliquait, quand un cas nous est rapporté, nous contactons immédiatement la personne ou la famille en difficulté. S'il semble nécessaire que nous intervenions, alors nous offrons notre aide. Nous disons à la famille que nous ne la ferons pas payer pour notre temps, mais que nous demandons à être remboursés pour les dépenses de base, telles que les billets d'avion, les chambres d'hôtel, et ainsi de suite. Quand c'est entendu, nous mettons en place un rendez-vous dès que possible. Habituellement, nous sommes en chemin 1 heure ou 2 plus tard. Une fois sur place, Day écoutait les témoins lui rapporter leurs mésaventures pendant que Lorraine, aidée de ses dons de clairvoyance, arpentait la maison, tentant de localiser le fauteur de troubles. L'expérience leur avait appris que la plupart des manifestations démoniaques résultaient de rituels satanistes, de malédictions ou d'activités occultes, et une partie de l'enquête consistait à déterminer comment l'entité avait réussi à rentrer dans notre monde. Il pouvait s'agir de quelque chose d'anodin, comme une séance de Ouija, ou quelque chose d'horrible, comme une malédiction ou un pacte avec le diable. Les démons étaient réputés pour préférer les coins sombres, aussi Day et Lorraine inspectaient-ils prioritairement les sous-sols, les vides sanitaires et les placards, tentant d'enregistrer leurs manifestations sur un magnétophone ordinaire, ou de prendre en photo les esprits qui s'y dissimulaient parfois. Lorraine faisait souvent écouter ces enregistrements lors des conférences qu'il donnait, exposant également de nombreuses photos d'orbes. Photos des Lorraine. Day Lorraine décrivait les démons comme des créatures remplies d'une immense haine éternelle pour l'homme et pour Dieu, et il expliquait qu'ils aimaient à se dissimuler, mais qu'ils finissaient toujours par se trahir car, s'ils ne pouvaient prendre de forme matérielle, ils pouvaient manipuler leur environnement de diverses manières, causant dégâts et destruction. L'esprit démoniaque tente de rester anonyme, mais à long terme, il ne peut vraiment pas. Il laisse passer des signes révélateurs de pouvoirs surnaturels. Par exemple, ces esprits négligeant généralement l'environnement physique. Il y a quelques années, nous étions dans une maison où un caméraman de la télévision était frappé avec des billes qui étaient jetées sur droit depuis le mur. D'autres fois, le démon fait des choses à partir de rien. Si c'est solide, alors ces matérialisations sont chaudes au toucher, indiquant un processus de manipulation d'énergie. Parfois, les matérialisations disparaissent très rapidement, d'autres fois, elles restent. J'ai une collection de ces apports, comme on les appelle. Cette preuve physique est nécessaire pour avancer la nécessité d'un exorcisme. Chaque fois que ces substances se manifestent dans un cas, j'en prends un échantillon et je les envoie à un laboratoire pour une analyse de sa composition. Les apports sont le plus fréquemment constitués d'urine, de bile, de vomi, de sang ou d'excréments. Ces substances apparaissent parce qu'elles ont été téléportées dans une maison, ou parce qu'elles ont été assemblées de manière synthétique par des esprits qui en détenaient. Ces apports contiennent habituellement tous les minéraux, les oligo-éléments et les acides aminés présents dans la nature. Il n'y a rien de particulièrement nouveau, ou de mystérieux en général, sauf la manière dont ils sont arrivés là. Les esprits démoniaques peuvent faire des choses étranges, mais ils sont limités à la manipulation de leur environnement physique. Contrairement à ce que nos amis les satanistes peuvent penser, un diable n'est pas un dieu.
Il n'a pas de véritable pouvoir de création. Il peut seulement réorganiser ce qui est déjà là. Souvent, pour pouvoir déterminer la nature de l'entité, ED était dans l'obligation de faire partir la famille de la maison durant quelques heures. Si les informations que je reçois lors de l'entrevue sont ambiguës ou s'il n'y a pas de phénomène en cours, alors je dois recourir à la provocation religieuse pour déterminer si la présence est un esprit humain ou inhumain. Presque tout peut arriver dans ce genre de situation donc, si je dois provoquer, je vais envoyer tout le monde déjeuner et rester seul dans la maison. Dans certains cas, Lorraine reste avec moi, mais son rôle ne va pas plus loin que l'observation. Il n'est rien qu'un clairvoyant puisse faire contre un esprit démoniaque malveillant, mais il y a un certain nombre de façons pour une entité négative de nuire gravement à quelqu'un de sensible. Quand je suis seul, j'utilise la provocation, car je ne suis pas médium et je dois amener une activité, afin de pouvoir la constater avec mes 5 sens. Je porte toujours une relique du Padre Pio avec moi comme protection. Plus je rajoute de puissance religieuse, plus j'ai de chances que le provoqué me réponde. Sachant à quoi je m'oppose parfois, je me sentirai plus à l'aise avec un démon pneu ou un fusil de chasse. Mais vous ne pouvez pas tuer quelque chose qui existe depuis le début des temps. S'il y a un endroit où la perturbation a été localisée, alors je vais aller dans cette zone en premier. Si la famille me dit qu'il n'y a pas de lieu spécifique, alors je vais aller de chambre en chambre jusqu'à ce que quelque chose se passe. Si un fantôme est responsable du problème, alors souvent il va m'apparaître, alors que j'arpente la maison. Il sait que la plaisanterie est finie, et un fantôme n'a rien à craindre de Dieu. Mais si c'est un esprit démoniaque, qui a juré de haïr Dieu et qui repousse les objets religieux, alors tôt ou tard, les choses vont dégénérer. La température va devenir glaciale ou changer la maison en four. Il y aura une puanteur de chair en décomposition, ou une autre odeur nauséabonde. Je peux entendre quelque chose exploser. Une voix menaçante, sonnant comme aucun être humain, que vous ayez jamais entendu parler peut m'ordonner de partir. Je peux entendre des pas, projetés télépathiquement, dans les escaliers. Il s'agit d'un stratagème pour m'amener à les suivre pour, éventuellement, me coincer dans une pièce. Des mains invisibles peuvent griffonner une obscénité sur les murs en face de moi. D'autres fois, rien de tout cela ne va se passer. Et puis, quand je m'y attends le moins, l'esprit va se trahir et commencer à se manifester dans l'obscurité. Pourquoi est-ce que ce processus de provocation religieuse fonctionne? Est-ce que ça vient de moi? Non. Ça marche car les esprits démoniaques haïssent, je dis bien haïssent, n'importe quelle allusion au nom de Dieu, ou l'utilisation d'objets religieux. Cette entité est si pleine de culpabilité, de haine et de jalousie que la provocation est extrêmement douloureuse pour l'esprit inhumain. Souvent, EB et Lorraine se retrouvaient brusquement emplis d'une terreur sans nom. Le démoniaque, disait ED, projette la terreur à la façon dont le serpent à sonnette utilise son crotal, comme un avertissement. Pour ED et Lorraine, les démons se manifestaient dans le but de posséder des gens mêmes, et cette possession se déroulait selon un processus en 5 étapes, la permission, l'infestation, l'oppression, l'obsession et la possession. Si le processus n'était pas interrompu, alors la possession menait toujours à la mort, par suicide ou assassinat. Pour déterminer du stade de la possession, Léo Lorraine interrogeait l'entourage des plaignants et ED, insistait toujours pour découvrir des explications ordinaires aux phénomènes étranges avant d'envisager une explication surnaturelle. Ils examinaient les manifestations avec attention, conseillant les victimes sur la conduite à tenir et, suivant la gravité de la hantise ou de l'infestation, ils effectuaient une séance de prière, demandaient de l'aide ou faisaient appel à un exorciste, dans les cas les plus graves. ED et Lorraine bénéficiaient d'une certaine notoriété mais cependant, ils ne faisaient pas l'unanimité, et étaient les cibles de nombreuses critiques. Aujourd'hui encore, beaucoup remettent en cause leur travail et leur motivation, les accusant d'avoir inventé certaines histoires, ou d'avoir attiré l'attention des médias à des fins lucratives. ED en parlait, depuis le jour où je suis allé dans une maison hantée, j'ai toujours voulu que les gens et les médias soient avec moi et les gens m'ont condamné pour cela. Ils ont dit, ED Lorraine veut son nom dans les journaux, il veut avoir délivré des films. Il veut devenir connu. Vous avez sacrément raison, c'est ce que je fais. Je veux faire connaître le diable et montrer le malin. Un public sceptique est la meilleure protection que puisse avoir le démon, et je vais m'assurer de le montrer de toutes les façons que je le peux.
Les gens disent que nous recevons beaucoup d'argent pour ce que nous faisons, mais l'argent nous vient très difficilement de ces livres et des conférences. Nous ne recevons pas d'argent facile, et l'argent que nous recevons, nous le méritons. Nous ne facturons pas nos services, mais si vous voulez que nous venions dans l'Arizona, alors on vous demandera de payer les frais. En 2001, Dudley Loren fut victime d'un accident vasculaire cérébral, qui le laissa incapable de parler et de marcher. Il avait émis le souhait de ne pas rester à l'hôpital ou dans une maison de soins dans un tel cas, aussi Loren le ramena-t-elle chez eux. Pendant 5 ans, elle le soigna avec dévouement, tentant également de continuer les enquêtes et les conférences avec l'aide de sa fille Judy et du fils de son frère, son neveu Tony Spleura. Dudley Loren mourut le 23 août 2006. Depuis, respectant la volonté de son mari, Loren continue à enquêter et à intervenir sur différentes affaires, répondant essentiellement par lettre ou par téléphone aux gens, qu'il appelle à tout moment du jour et de la nuit, ne tenant pas compte de sa fragilité. Cependant, pour elle, ce n'est plus la même chose, mais il est incroyablement difficile de continuer à travailler depuis que Dee est mort. Nous étions une équipe. Elle habite la petite maison de Monroe où se trouve toujours le musée de l'occulte, qu'elle avait ouvert dans les années 1960 avec Dee, et dont elle s'occupe maintenant avec Tony Spleura. Ce musée propose une multitude d'objets provenant du monde entier, des objets qui ont souvent été utilisés lors de pratiques occultes ou diaboliques, et qui sont réputés particulièrement dangereux. L'on y trouve la poupée de l'ombre, qui peut se glisser dans vos rêves et arrêter votre cœur, une idole satanique, découverte au fond des bois du Connecticut, un miroir utilisé dans l'évocation d'esprits, le cercueil d'un vampire, qui aurait été utilisé par un vampire moderne, des masques de voyance, des pierres tombales d'enfants, utilisées comme autel dans des rituels satanistes, altés, un orgue qui joue tout seul. Des photographies d'esprits, d'autres qui brûlent inexplicablement, des crucifix jetés contre des murs et profanés, des objets maudits égyptiens et africains, des malédictions de mort, une tête rétrécie, des jouets et des animaux possédés, vaudou, fertility et autres poupées tueuses. Bien évidemment, est également exposée la célèbre Annabelle la poupée, la star du musée de l'occulte. Annabelle est considérée comme responsable de la mort d'une personne, et elle aurait également attaqué un jeune homme, le blessant à plusieurs reprises à la poitrine. Bien qu'Annabelle ait été exorcisée à plusieurs reprises, quelque énergie maléfique serait toujours attachée à elle.